Ouais, donc Herzl est mort et j'ai une bêtise. Ça reprend pile là où on a laissé. Ben oui, je vais alors, après c'est un computer, ça fait un peu. Donc Herzl est mort et comme vous savez il a été enterré à Vienne et puis ensuite en 1949 il a été enterré une deuxième fois au ça. Voilà, c'est. Bon, à la mort d'Herzl, il est mort prématurément comme un coup, c'est-à-dire il ne s'entendait pas, type la quarantaine, on ne s'entendait pas ce qui va trop tôt. Donc évidemment, c'est pris comme un grand choc. Le conflit de l'Ouganda est un petit peu résolu, puisque Herzl déjà, à la fin de sa vie, il a compris que c'était impossible, c'était en Ouganda. Enfin, ça ne veut pas dire que ça fait avancer les choses au niveau des Israël, il faut trouver un remplacement Herzl qui peut rentrer dans les souliers de Zodom, c'est pas évident. Après, il faudra évidemment, de manière très lente et très difficile, faire avancer les choses. Mais les gens sentent bien que si Herzl, avec son charisme, il n'a pas réussi à obtenir quelque chose de la part des Turcs ou quelque chose d'intéressant de la part des Anglais, ça ne va pas être simple. Ça va pas être simple. Et en effet, entre 1904 et 1914, donc 10 années, où c'est pas que ça avance pas, les choses avancent, mais doucement, très doucement, au niveau diplomatique, politique, ça avance pas du tout, c'est vraiment. Maintenant, à part ça, le mouvement qu'on appelle donc le mouvement sioniste, maintenant, ben, il se réunit tous les ans, à Bâle ou ailleurs, il crée un certain nombre de pardon. Entre 1904, donc la mort d'Herzl, et 1914, c'est 10 années jusqu'à la Première Guerre mondiale, les choses avancent mais très lentement. C'est-à-dire, encore une fois, les Turcs ne veulent rien entendre, il n'y a aucune avancée de ce côté-là. Il y a le grand projet qui était d'obtenir de la part de la Turquie une reconnaissance pour même une sorte d'autonomie juive, tout ça, c'est absolument impossible, ça n'avance pas du tout. Les Anglais, de toute façon, c'est foutu. Et donc, c'est vrai que c'est au point mort de ce côté-là. Mais, ce qui donne malgré tout l'espoir, c'est qu'il y a un certain nombre d'institutions qui sont créées. Par exemple, je crois en 1906, le Keren Kayemet d'Israël. Alors, le Keren Kayemet d'Israël, à quoi ça sert? Ça sert à amasser des fonds pour ensuite quoi faire avec? Acheter des terres. Ouais. Alors, et pour que vous ayez une idée un petit peu, ça leur met 2 ans, de 1906 à 1908, à avoir suffisamment d'argent pour acheter le premier terrain, enfin le premier show vraiment qu'ils ont réussi à acheter de leur propre argent. Donc ça prend longtemps, c'est pas évident. Alors en Eretz Israël même, les Juifs continuent à avancer petit à petit. Il y a ce qu'on appelle la deuxième Aliyah, et puis ensuite il y aura la troisième Aliyah. Donc tout ça fait que les choses avancent un petit peu. Alors la deuxième Aliyah, qu'est-ce que c'est? C'est les Juifs qui fuient les pogroms de Russie et de Pologne. Sachez quand même que la deuxième Aliyah est très différente de la première. La première, c'est 1881 jusqu'à peu près, jusqu'à la mort d'Herzl à peu près. Eh bien, c'est une Aliyah qui était un petit peu religieuse, essentiellement religieuse. C'est-à-dire la plupart des gens qui venaient, la première Aliyah, c'est des gens qui voulaient, ils voulaient pas vivre dans des yeshivot, d'accord? Enfin, ils voulaient quand même créer en Eretz Israël des yeshuvim qui soient après la halakha. La deuxième Aliyah, ça n'a rien à voir. C'est des jeunes qui fuient les pogroms de Russie et de Pologne. Et eux, ils ont déjà étudié pour la plupart d'entre eux dans les universités russes, etc. Et donc, pour eux, s'il y a l'idéal, c'est la conquête du travail, c'est le travail et la terre, c'est le socialisme. Ils auraient bien voulu que la révolution éclate en Russie et qu'elle réussisse. Malheureusement, ça ne marche pas. Donc, ils veulent apporter le socialisme ici. Le socialisme, c'est pas mauvais comme idéal au départ. Après, l'application, c'est un autre problème. Mais au départ, qu'est-ce qu'ils veulent les socialistes? Ou les communistes oui, au niveau économique, ça veut dire quoi? Que tout l'argent soit pour tout le monde. Ouais, ça veut dire que Il n'y a pas de plus riche, il n'y a pas de riche et de pauvre. Ouais, voilà, il faut moins. C'est comme c'est l'écart entre les classes sociales qui crée les tensions et qui finalement crée les guerres. Eh bien, l'idéal, c'est donc qu'il n'y ait plus de classe sociale. Et donc, on va lutter pour qu'il y ait de plus en plus d'égalité. Et alors, on s'aperçoit évidemment au fur et à mesure que plus tu veux qu'il y ait une égalité, et moins tu accordes de place à la liberté. Parce qu'on ne le savait pas au départ avant de le mettre en application, mais c'est où ça vient. Tu ne peux pas avoir en même temps l'égalité, en même temps la liberté, ça ne marche pas ensemble en général. Parce que si tu veux que tout le monde soit égaux, il faut les obliger à recevoir le même salaire, alors que normalement les gens ils veulent être payés en fonction de leur capacité, ils veulent être libres de pouvoir s'exprimer, de pouvoir réussir, etc.
Donc c'est très compliqué, c'est où ça ou ça. Le type qui a créé qui a créé le premier liberté, égalité, fraternité, il ne comprenait pas qu'il y a un problème là, un problème interne. Tu ne sais pas, c'est ou ça, tu ne peux pas faire les différences. En tout cas, le grand chidouche de ces juifs qui arrivent en Eretz Israël pour la deuxième aliyah, par rapport au socialisme qui va éclater ensuite avec la révolution en Russie, c'est que les Russes ont imposé le socialisme ou le communisme, tandis que les juifs qui sont socialistes et qui arrivent en Eretz Israël, et qui veulent que tout le monde reçoive le même salaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des sociétés où ceux qui veulent vivre d'après cette méthode-là, eh bien ils viennent. Mais celui qui ne veut pas, il n'est pas obligé. Et puis celui qui veut, puis après il change d'avis, il peut partir. Et c'est comme ça qu'ils créent les premiers kibbutzim. Donc le tout premier kibbutz, il s'appelle Degania, autour du Kinneret. Et c'est là que va naître plus tard un certain Moshe Dayan, qui va devenir un des grands hommes. Ouais. Vous vous rappelez Moshe Dayan? Ouais. Qu'est-ce qui le caractérise au niveau physique? Il lui manque un œil carrément. Il a un machin sur l'œil parce qu'il lui manque un œil. Comment est-ce qu'il a perdu son œil, l'étincelle? Contre qui il a perdu son œil? Non, c'est pas regardez. Non. Il a perdu son œil parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un jeune qui s'est fait, comme beaucoup de jeunes juifs d'Eretz Israël, ils sont engagés avec l'uniforme anglais pour combattre les nazis. Il a été envoyé en Syrie, sur le front donc, de Syrie. Or, la Syrie était un protectorat français. Or, la France était à l'époque dirigée par Pétain, donc ils étaient du côté allemand en fait. Et donc, eux, ils étaient du côté anglais, donc Dayan et ses copains. Et donc, ils arrivent là-bas, et puis Dayan, qui n'avait peur de rien en fait, il est monté sur son véhicule blindé pour regarder d'où venaient les tirs. Et puis, quand on lui a dit, mais enfin, laisse-toi! Il a dit, non, non, je regarde, t'inquiète pas. Et hop, à ce moment-là, il y a un Français qui lui a tiré dans la jumelle. C'est comme ça qu'il a perdu son œil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à cause des Français en plus. Mais c'est belle la France. Non, mais d'un autre côté, c'est ça qui l'a rendu célèbre aussi. Aujourd'hui, les gens ils s'appellent lui à cause de ça, sinon. Donc Degania, je sais pas pourquoi je vais. Ah oui, parce qu'il est né. Donc Degania, c'est donc le premier kibbutz. Il y a là-bas, pour vous donner des idées, des institutions qui se créent pendant cette deuxième aliyah. Vous avez donc les kibbutzim, vous avez la ville de Tel Aviv. Alors, la ville de Tel Aviv, pourquoi? Parce que les gens qui arrivent, les juifs qui arrivent à ce moment-là, ils débarquent en bateau, bien sûr, il n'y a pas d'avion, donc ils débarquent en bateau. Où ça? À Yafo, qui est le plus grand port. Mais Yafo, c'est pas seulement un port important. Yafo, c'est également une ville arabe. Et les juifs débarquant là-bas, bon, ils viennent avec tout leur idéal, etc. Bon, ils voient qu'il y a des arabes partout, et ils disent non, mais nous, ce qu'on voulait, c'est faire un truc pour nous, quoi. Où on est majoritaire. Alors ceux qui veulent les kibbutzim, très bien, ils ont des petits chouïs de kibbutzim, etc. Mais les autres, qui veulent vivre à Yafo, eh bien ils décident de vivre à Yafo, mais un petit peu séparés, de faire une sorte de banlieue de Yafo. Alors qu'est-ce qu'il y a au nord de Yafo? Il y a la mer et le sable. Eh bien, il y a un certain nombre de juifs, ils sont une vingtaine, qui se réunissent un beau jour comme ça de 1904, ou c'est quelque chose comme ça. Enfin, dans ces eaux-là. Et puis, ils achètent, on finit par acheter un lopin de terre sur le sable qui longe donc la côte, au nord de Yafo. Et là-bas, ils tirent au sort les lopins de sable pour savoir qui aura quoi. Il y a un type là-bas, parmi les copains qui tirent au sort, il y a un type qui s'appelle Meir Dizengoff, qui va devenir plus tard apparemment, il a plus de charisme que les autres, donc il va tout de suite il va diriger le petit groupe, et il va devenir donc le légendaire premier maire de la ville de Tel Aviv, qui grandit tellement vite, qu'on voit tous ceux qui arrivent là-bas finalement, et pendant la deuxième aliyah et ensuite la troisième, il y a deux possibilités. Ou bien ils sont socialistes comme ça dans l'âme, ils veulent créer des kibbutzim, alors les kibbutzim se créent, ou alors s'ils ne sont pas socialistes mais agriculteurs, ils créent des moshavim, etc. Ou alors c'est des gens qui veulent vivre en ville. Alors, pour vivre en ville, soit tu vas dans une ville qui est déjà arabe, ou à majorité arabe, à Haïfa, tu vas à Yafo, tu vas à Tzfat, etc. Soit tu vas à Jérusalem parce que c'est Jérusalem et que là-bas il y a une majorité quand même de juifs par rapport aux arabes. Soit si tu veux Nissa, eh ben, tu vas à Tel Aviv. Alors Tel Aviv a grandi tellement que finalement ça devient la plus grande ville juive du monde et Yafo devient la banlieue sud de Tel Aviv, alors qu'au départ c'était prévu le contraire. Aujourd'hui le maire de Tel Aviv, il est maire de Tel Aviv Yafo.
Haïfa, c'est un quartier, finalement, au niveau municipal, ça appartient à la ville de Tel Aviv. Quand on interviewe le maire de Tel Aviv à la radio, on dit Rosh Haïr Tel Aviv, tout de suite il corrige. Tel Aviv, Yafo. Parce que, évidemment, aujourd'hui, c'est la grande. Alors, donc, on crée Tel Aviv, on crée un certain nombre d'institutions universitaires, comme on pose la première pierre de l'Université de Jérusalem, on crée Betzalel, l'école des Beaux-Arts. Voilà, toutes sortes d'institutions qui se créent à ce moment-là. Il y a des gens très importants qui arrivent avec cette deuxième alia. Il y en a un qui s'appelle Avraham Yitzhak Cohen Cook. Alors lui c'est déjà un petit génie quand il était là-bas en Lituanie. Il a étudié à la Yeshiva de Vologine, la plus grande yeshiva d'Europe de l'époque. Il s'est fait comparer avec l'Ange Yeshiva de Netziv de Vologine qui aimait beaucoup. Et puis finalement, on l'appelle pour être le rave de tous les nouveaux yeshuvim qui se créent en Eretz Israël. Il accepte. Et au fur et à mesure, il va prendre la stature que vous connaissez. Il va devenir le chef de tous ces nouveaux, que ce soit des gens d'Atim et pas d'Atim, enfin de tous ces nouveaux juifs qui arrivent. Et puis un jour, il va devenir le grand rabbin d'Eretz Israël. C'est même lui qui crée en fait le poste de Rav Arashi d'Eretz Israël, de rabbin d'Arashi. Et puis il va avoir une influence terrible sur la manière qu'aura le judaïsme de la Torah de regarder et d'accepter les juifs qui sont moins pratiquants. Ça, c'est le Rav Kook. Ben Yehuda, il est déjà là depuis pas mal de temps, puisque lui, il est venu encore avant, pendant la première alia, Eliezer Ben Yehuda. Mais c'est là, pendant cette deuxième alia, qu'il travaille 18 heures par jour pour créer des nouveaux mots et faire des académies pour parler ivri, des mots qui sont tout de suite publiés dans les journaux et qui finissent par être parlés par tout le monde. Il y a au Technion, qui vient d'être créé également, il y a la guerre de la langue. C'est-à-dire quoi la guerre de la langue? Les profs qui enseignent au Technion, c'est les profs qui parlent allemand en général. Professeur, docteur, professeur, c'est des gens qui ont étudié dans les universités en Allemagne, et ils ne voient pas comment ils peuvent enseigner autrement qu'en allemand. Les étudiants qui sont des jeunes juifs qui sont arrivés pour parler ivrique et pas pour autre chose, ils refusent d'aller en cours tant que le prof ne donne pas son cours de physique ou de ce que vous voulez en ivrique. Le prof, il dit mais ça va dans les cours de physique en ivrique, mais c'est impossible, les mots n'existent pas, et puis la pensée, et puis alors les étudiants ils font grève, ils disent c'est comme ça on rentre pas. Et pendant des semaines et des semaines, il n'y a pas d'étudiants en Technion, ils refusent d'aller étudier parce que les profs ne parlent pas ivrique. Alors les profs sont obligés de faire du pan. Imaginez les grands professeurs qui viennent des universités allemandes, des vachement. Ils arrivent en ulpan, ils apprennent à parler, etc. Et après ils enseignent en ivrique, et c'est comme ça qu'on a gagné ce qu'on appelle Milchemet Asafot, la guerre des langues. Donc vous voyez, il se passe plein de choses. Et c'est vrai que ça grandit de plus en plus. Yerushalayim sort des chromotes, et puis il y a de nouveaux quartiers à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Haïfa devient une ville plus importante, etc. Donc sur le terrain, il se passe plein de choses sympathiques, mais au niveau politique, qui était en fait le grand rêve de Herzl, il n'y a rien qui se passe. C'est l'impasse totale. 10 ans se passent pour rien, quoi. On fait du surplace. Et puis bon, on se demande un petit peu comment est-ce que les choses vont évoluer, et c'est là qu'éclate tout d'un coup la Première Guerre mondiale. Je dis tout d'un coup parce que c'est vrai que c'était pas trop prévu, quoi, cette affaire-là de Première Guerre mondiale. Normalement, ils ne s'aimaient pas trop, les Français, les Allemands, ça c'est connu. Mais bon, de là déclencher des guerres mondiales, en général, quand ça chauffe un peu trop entre la France et l'Allemagne, il y a des guerres entre les deux, quoi. Ça va. Alors, on perd l'Alsace-Lorraine, on récupère l'Alsace-Lorraine, on repère l'Alsace-Lorraine. Mais là, tout d'un coup, c'est devenu un énorme conflit mondial. Pas à cause des Français et des Allemands au départ, mais à cause de... Ouais, enfin, à cause des Balkans, c'est bon, je ne vais pas faire l'histoire générale, c'est un autre propos. Il y a un type qui se fait assassiner, alors du coup, les uns accusent les autres, puis il y a le jeu des alliances, ils se déclarent la guerre, alors si toi tu fais la guerre à celui-là, donc moi, qui ai une alliance avec toi, je fais la guerre à l'autre, et puis tout à coup, ça devient un truc énorme, et ça devient pour la première fois une guerre réellement mondiale. La guerre est déclarée le 9 av 1914, et c'est sans doute pas un hasard. Et que s'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale qui a suivi la première, et qu'il a un petit peu occulté à cause des horreurs de la deuxième, sans doute que la première serait restée dans l'esprit des Juifs un des plus grands malheurs de l'histoire d'Israël. La Première Guerre mondiale, c'est un malheur pour le monde entier. C'est pour la première fois les gens meurent dans les guerres par millions. Donc ça devient... Pourquoi il y a tellement de morts? D'abord parce que le conflit est généralisé, puis ensuite parce que maintenant il y a des moyens de tuer des masses, quoi. À l'époque, on tuait un par un. Donc combien déjà tu peux tuer? Et puis après, quand ça devient avec les machines de guerre qu'on a inventées, eh ben, ça me fait beaucoup plus mal, et puis on en tue beaucoup plus à la fois. Donc évidemment, c'est une boucherie horrible, cette Première Guerre mondiale, pour le monde entier. Mais pour le peuple juif, c'est particulièrement dramatique. Pour deux raisons. Première raison, la première fois dans l'histoire que des juifs sous uniforme X se battent contre des juifs dans un uniforme Y. C'est-à-dire que les juifs font la guerre à d'autres juifs, mais pas
dans une guerre qui n'a rien à voir avec le sort du peuple juif ou le sort d'Israël. Les juifs allemands se battent contre les juifs français. C'est jamais arrivé avant des trucs pareils. Pourquoi c'est jamais arrivé? Parce qu'il y avait toujours, soit les deux pays, soit l'un des deux, qui n'avaient pas donné aux juifs l'émancipation. C'est-à-dire les juifs n'avaient pas le droit, ils n'avaient pas de devoir, ils n'avaient pas le droit, ni devoir, donc ils ne faisaient pas l'armée, on ne supportait pas les juifs à l'armée. Et donc, alors, même quand les Français ont commencé à dire que les juifs devaient faire l'armée, on avait avec l'affaire de Dreyfus comment c'était compliqué en France, et à l'époque, en tout cas, en Prusse, en Allemagne, il n'y en avait pas encore. Mais pour la Première Guerre mondiale, ouais. Or, c'est dramatique. C'est dramatique. Parce qu'on raconte des histoires que vous avez sûrement déjà entendues, peut-être pas remarqué. Vous savez que sur le front, justement, entre la France et l'Allemagne, les guerres, la Première Guerre mondiale s'est déroulée à quelques kilomètres à droite ou à gauche. C'est ce qu'on appelle les guerres des tranchées. Ce n'est pas des grandes guerres de mouvement où on faisait 200 km dans une journée, 200 km dans une autre. Non, c'était des quelques centaines de mètres à chaque fois. Les gens, ils se battaient dans les tranchées. Vous avez certainement vu ça récemment, c'était l'anniversaire en 2014, donc les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Et donc, ils avaient fait toutes sortes de... Je ne sais pas si vous avez vu les trucs comme ça à la télé, on les en parlait tout le temps. Et donc, les gars des tranchées, c'est-à-dire que tu avais des gens qui étaient là, bon, Verdun c'est plus cool, il y avait des gens qui étaient là, des gens qui étaient en face, des gens qui étaient en face, on les entendait, on les voyait, on les entendait. Et puis à un moment, il y a le type, on se demandait toujours pourquoi justement à ce moment-là, qui disait « Oh non, non !» Et les gens ils sortaient avec leurs mitrailleuses, leurs mitraillettes, et puis ils couraient en avant. Les autres, ils en profitaient pour décimer les premières rangées, etc. Mais il y avait toujours ensuite des rangées après qui venaient. Et là, ils arrivaient dans les tranchées, ils commençaient à tirer. Et on raconte des histoires où le type, il voit l'allemand dans les yeux, le français. Et il est prêt à le tuer dessus, et l'allemand voit que c'est la fin, parce que son truc, il n'a plus de cartouche, il n'a plus rien. Et il crie « Shema Israël », parce qu'il va mourir. Et l'autre, le français qui est en train de lui tirer dessus, c'est un juif aussi. Alors, il entend le Shema Israël, même s'ils sont assimilés l'un et l'autre. Shema Israël, ils savent ce que c'est, tout d'un coup. Grande histoire, grand dilemme, est-ce que je le tue, est-ce que je le tue pas, etc. C'est la première fois que ça arrive, ça. Les juifs tuent d'autres juifs. Il est tué ou non? Ça, j'en sais rien. Les histoires, je suppose qu'il y en avait des oui, il y en avait des non. Moi, je parle de la situation que ça pouvait créer. Mon grand-père, mais parce que mon grand-père, je vais vous dire, la Première Guerre mondiale, c'est pas si vieux que ça. Hein. Moi-même qui vous parle, je suis pas très vieux. Relativement. Mon grand-père, figurez, il a fait la Première Guerre mondiale. Hein? Du côté allemand. Pourquoi il a fait du côté allemand? Parce que comme il est né en Alsace, et que l'Alsace était allemande, donc il a fait du côté allemand. Mon grand-père, qui avait un petit humour, c'était l'humour des juifs alsaciens, vous connaissez? Il te raconte des blagues très comme ça, mais il rit pas. Mais c'est pas la blague est bonne quand même, il est vraiment pas comme. Alors mon grand-père, je lui demandais, j'ai entendu de mon grand-père l'excuse la plus originale que j'ai entendue de ma vie. Pourtant, j'en ai entendu des excuses. Pourquoi est-ce que le juif ne fait pas son aliyah? Des excuses, j'en ai entendu parce que moi je m'occupe de Femmes d'Avant. Vous savez bien que chaque année, je vais 2 ou 3 fois en France pour parler à des parents qui m'expliquent pourquoi ils ne peuvent pas faire leur aliyah, ni eux ni leurs enfants. Donc j'en ai entendu des trucs, centaines et des centaines. Et lui, il m'a donné la plus originale. Un jour, je demande à mon grand-père, je lui dis, mais enfin, t'as jamais pensé à faire ton aliyah? Il n'a jamais fait son aliyah, mon grand-père. Alors il me dit, non. Je dis, mais pourquoi? Il dit, je vais t'expliquer, Vois-tu, en 1914, j'ai fait la guerre du côté allemand, on a perdu la guerre. En 1940, j'ai fait la guerre du côté français, c'était la débâcle. Je crois que je porte la poisse. Donc ça a raison pour moi. Jamais j'avais entendu l'explication. Si tu dis ça, non, tu vois, non, ça Donc 1914, grosse boucherie, c'est une horreur. Maintenant, du côté du front de l'Est, je ne sais pas si vous vous rappelez, je peux écrire avec ça, mais je ne peux pas écrire avec ça. Ça se passe. Si, je vais pas rigoler, c'est vrai? Alors, ce que je vais vous dire, c'est que, à part le front Est, il y avait également le front Est. En fait, les deux axes en présence, et c'est ce qui est important pour comprendre ce qui va se passer à la fin de la guerre, les deux axes en présence, c'était d'un côté les Allemands, qui étaient alliés de qui? On appelait ça les empires, des empires en fait, parce qu'il y avait les Austro-Hongrois, d'accord? Et puis il y avait les Turcs, l'Empire ottoman. Ok? Ça c'était les empires. Et de l'autre côté, il y avait
il y avait la France, pas des grandes puissances. Hein, il y avait la France, il y avait l'Angleterre, et il y avait la Russie. Et il y avait la Russie. Ça veut dire que, si vous voulez, il y avait les États du centre de l'Europe, et qui se battaient contre les États qui les entouraient. La Russie à l'est, et les Franco-Anglais de l'autre côté. Voilà, avant que les Américains n'arrivent, c'était comme ça que ça se passait. Or, devant ce genre de situation, le mouvement sioniste se pose des grandes questions. Qui soutenir? Où mettre nos cartes? Avec qui faire des affaires? Si, alors, a priori, il serait bon de se mettre du côté des Français et des Anglais. Pourquoi? Parce que si eux ils gagnent la guerre, l'Empire turc se désintègre. Et si l'Empire turc se désintègre, il y a de fortes chances que la Palestine soit de nouveau un État, soit de nouveau une région en tout cas, qui change de main. Et s'il change de main, va savoir si ça tombe du côté des Anglais ou des Français, peut-être que nous, les Juifs, on aura plus de chances de les avoir. Ça, c'était la première idée. Et donc, il y avait des Juifs qui disaient, il faut soutenir ce camp-ci. Et puis, il y avait d'autres Juifs qui disaient, vous êtes complètement malades. Ce camp-ci, c'est le camp de la Russie. S'il gagne, c'est le tsar qui gagne. Et on ne peut pas, en tant que Juif, à l'époque, évidemment, la puissance la plus anti-juive, le tsar, le chef de l'empereur russe. Et à l'époque, le type qui était le plus antisémite sur Terre, c'était évidemment le tsar. Et les Juifs russes ne pouvaient pas supporter même l'idée qu'on soutienne le camp de la Russie. Et donc, au contraire, il faut aider les Allemands. Si on aide les Allemands, peut-être qu'après, pour nous récompenser, on pourra avoir également la Palestine, puisque les Turcs sont les alliés des Allemands. Il y avait donc deux thèses qui se valent. Comprenez bien que l'Allemagne de 14, ce n'est pas l'Allemagne de 39-40. En 39-40, évidemment, les Juifs n'ont plus du tout de dilemme, évidemment, qu'ils soutiennent tous ceux qui sont opposés aux nazis. Mais l'Allemagne de 14-18, ce n'est pas l'Allemagne nazie. Et donc, les gens se posent des questions. Et ça se tient. Qu'est-ce qui se passe en Palestine? Qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël? Les Turcs profitent de la déclaration de la guerre pour faire beaucoup de tort à tous les nouveaux Juifs qui sont arrivés pendant la première et la deuxième Aliyah. Pourquoi? Parce qu'ils viennent essentiellement de Russie. Or, la Russie, c'est un pays ennemi, et donc, vous êtes des ennemis. Et c'est la raison pour laquelle, premièrement, ils arrêtent tout le monde, c'est-à-dire tous les gens qui sont plus ou moins dirigeants, les maires de ville, les gens qui... le Ben Gurion, c'est-à-dire tous les gens qui commencent à avoir un petit peu d'importance, ils sont arrêtés. Ben Gurion, il réussit à se sauver juste avant, il part en Égypte avec un copain à lui, avec Ben Tzvi, mais la plupart des gens sont arrêtés ou alors déportés, torturés. À un moment, ils rentrent à Tel Aviv, la nouvelle ville, ils tirent dans la foule, rien que pour terroriser. Les Juifs qui sont donc victimes parce qu'ils sont russes, eh bien, vous comprenez que c'est ridicule et c'est même tragique comme situation. Ils sont russes, d'accord, mais c'est les plus anti-russes qui existent sur Terre. Ils ont fui la Russie. Ils arrivent en Eretz Israël justement pour fuir la Russie. Et les Turcs se servent de ça. Ils n'ont jamais apprécié cette montée des Juifs en Eretz Israël. Et donc ils se servent de ça pour détruire le Yishuv. Alors imaginez les petits Yishuvim qui viennent à peine de commencer à se développer un petit peu, à comprendre comment est-ce qu'on fait l'agriculture, à venir à bout la malaria, etc. C'était pas évident. Voilà qu'ils sont complètement décimés. Cette guerre mondiale a tué le Yishuv. La plupart des gens ont été obligés de quitter Eretz Israël, de quitter soit de force, déportés par les Turcs, soit de gré, en fuyant la police turque. Un type comme Ben Gurion, il arrive en Égypte, là-bas, il va aux États-Unis. Il retrouve là plein de gens, il retrouve Satamir Berlin ou Barilan, le fils du Nazi, qui se trouve également là-bas. Ils vont beaucoup aider en Amérique pour transformer les Juifs américains en souteneurs de la cause sioniste, qui n'est pas évident non plus. Donc il y a des gens qui se trouvent là-bas, des gens qui se trouvent en Angleterre, un peu partout. Mais ici, en Israël, tout a éclaté. Rajoutez à ça qu'en 1915, il y a une énorme invasion de sauterelles qui détruit tout ce qui reste comme récolte. Vous imaginez dans quel état se trouvait Israël pendant la Première Guerre mondiale. Ça a été une catastrophe. Donc les Juifs sur le front ouest se battent entre eux, c'est catastrophique. Les Juifs sur le front est, c'est encore plus catastrophique. Parce que là-bas, contrairement à ce qui se passe sur le front franco-allemand, sur le front est, c'est des guerres de mouvement. C'est-à-dire que les armées conquièrent des centaines de kilomètres à droite, puis après ils les repèrent, etc. Et chaque fois que l'armée allemande ou l'armée russe avance ou recule,
ceux qui restent au milieu, les Juifs, se prennent des coups des deux côtés. C'est-à-dire les Russes accusent les Juifs de les trahir, et c'est pour ça qu'ils ont perdu juste avant, donc ils reviennent maintenant, ils se mangent, et les Allemands, exactement pareil. Ils accusent les Juifs de ne pas être des vrais patriotes allemands, et au contraire du côté des Russes, parce qu'ils sont socialistes, révolutionnaires, tout ce que vous voulez, et donc chaque fois ils se font massacrer par les uns et par les autres. C'est-à-dire la Première Guerre mondiale commence et continue comme une sorte de catastrophe, une des catastrophes les plus importantes de l'histoire juive. Jusqu'en 1917. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose en 1917, un an à peu près avant la fin de la guerre, et tout ça va changer. Et en fait, si vous voulez, en regardant avec des yeux un petit peu d'historien, c'est-à-dire avec une perspective historique, on s'aperçoit que cette Première Guerre mondiale, finalement, elle a fait un bien fou au peuple juif. Mais tout ça, on ne pouvait pas le prévoir ni en 14, ni en 15, ni en 16. C'est seulement en 1917 que les choses vont changer. Qu'est-ce qui se passe en 1917 ? Il se passe que, figurez-vous, il y a un petit juif qui s'appelle Chaim Weizmann. Alors ce monsieur, Chaim Weizmann, c'est un jeune juif passionné d'études de chimie, etc. Il fait des études scientifiques, il fait ses études, d'abord il est en Suisse, bon, comme d'habitude ces genres de juifs ne peuvent pas étudier en Russie, là où il est né, à cause des quotas, etc. Donc il va partir étudier en Suisse, puis après il arrive en Angleterre. Et il se trouve à Manchester, au moment où il devient un type important au niveau de la chimie, bon, un bonhomme qui connaît bien son boulot. Et c'est là que... J'ai dit quelque chose qui t'a fait beaucoup de peine. Non, tout va bien. Et c'est là que tout d'un coup, la Première Guerre mondiale éclate. Donc il se trouve là-bas, en Angleterre, à Manchester, quand la guerre éclate. Avant que la guerre éclate, il y a un copain à lui, qui lui présente un certain nombre d'hommes politiques importants, qui sont quelquefois dans l'opposition, quelquefois dans la majorité. Et notamment, il rencontre un bonhomme, qui est un des jeunes qui montent dans le Parti travailliste. Le Parti travailliste, c'est le parti de gauche ou de droite ? De gauche. Et le type s'appelle Balfour. Arthur James Balfour. Ce Balfour, c'est un protestant, bien sûr, puisqu'on est en Angleterre, la plupart des gens sont protestants. Donc c'est un protestant. Et c'est important que c'est un protestant, parce que les protestants, contrairement aux catholiques, eux, ils lisent le Tanakh, ils lisent la Bible. Les catholiques, non. Les catholiques, ils lisent uniquement s'ils lisent le Nouveau Testament. L'histoire de Jésus et de ses copains, mais l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ne connaissent pas, ou très peu. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle le droit au chapitre, c'est les curés qui lisent pour eux. Tandis que les protestants, non. Les protestants, eux, ils étudient la Bible, ils sont baignés dedans depuis le début. Ils appellent d'ailleurs leurs enfants souvent avec des noms bibliques. Tu remarqueras qu'il y a plein de protestants, par exemple on est aux États-Unis où ils sont majoritaires, il y a plein de protestants qui appellent leurs enfants Sarah ou Jacob, etc. comme des juifs. Mais c'est des noms bibliques. Il y a même des villes en Amérique qui s'appellent Bethel, etc. Parce que c'est des noms, ou Jéricho, c'est des noms qu'ils voient dans la Bible et qui donnent à leur cité là-bas. Ils sont pétris de Bible. Et Israël, Pardon ? Israël, Israël, ils n'ont pas le nom d'Israël. non, mais non plus. Non, Oui, enfin. Alors, tu sais quoi, peut-être que oui, hein, il y a tellement de. En tout cas, ce qui se passe, c'est que ce Balfour, il connaît bien la Bible et ça va jouer un rôle important. Monsieur Weizmann prend contact avec lui et la conversation marche très bien. Il y a une chimie, c'est le cas de le dire, qui s'installe entre les deux. Et au bout d'un moment, bon, évidemment, il parle de chimie et puis il parle aussi de ce que chacun croit, de l'idéologie de chacun. Et c'est là que Weizmann lui raconte l'histoire du sionisme. Lui, c'est un sioniste depuis la première heure, il a soutenu Herzl, etc. Il est très idéaliste, il lui raconte son rêve de former un État juif. Bon, Balfour, il entend ça, il est un petit peu ému, et puis bon, il oublie. Il oublie. Jusqu'au jour où la guerre éclate. Et quelques années après le début de la guerre, on est en 1916, vous savez que l'armée britannique, elle est connue surtout pour quelle armée ? L'armée de terre, l'armée de l'air ou l'armée de mer ? L'armée de mer. L'armée de mer. Pourquoi l'armée de mer ? Parce que c'est la Grande-Bretagne. Et ils sont très très forts depuis l'aube des temps. Tout le monde sait que la flotte, la Navy, la Royal Navy britannique, c'est les maîtres des océans, c'est les maîtres des mers. Ils ont les engins les plus performants, etc. Ils ont les navires de guerre les plus performants. Or, il se trouve que la guerre est tellement longue et coûteuse qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus de munitions. À quoi sert un navire de guerre s'il ne peut pas tirer des coups de canon ? Or, ils n'ont plus de munitions, parce que pour pouvoir tirer, il faut de l'acétone. Et il n'y a plus d'acétone.
Et là, on pouvait en produire l'acétone naturel, et bien comme les pays sont en guerre, on ne peut plus aller là-bas pour s'en procurer, etc. C'est foutu. Au bout de quelques temps, il n'y aura plus du tout de Royal Navy. Alors évidemment, ça les embête énormément, les Anglais, vous comprenez. Et alors tout d'un coup, il se rappelle Balfour, qui entre-temps est devenu ministre des colonies, donc c'est son parti qui est au pouvoir, il se rappelle de son copain chimiste, le Weizmann, qu'il n'avait plus vu depuis longtemps. Et alors il se dit, tiens, ça m'avait l'air d'être un petit génie ce garçon, on va lui demander s'il peut nous aider. Il appelle Weizmann et il demande à Weizmann s'il est capable d'inventer de l'acétone de synthèse, de l'acétone pas naturel, pour pouvoir continuer à avoir des munitions. Et Weizmann lui dit, ça dépend, est-ce que j'ai des crédits illimités? Il dit, tu as des crédits illimités? Il dit, est-ce que je peux prendre les gens, les savants, je peux les choisir autant que je veux, qui je veux? Tu veux, qui tu veux. Est-ce que je peux m'installer à Londres, où il y a des laboratoires qui sont plus performants que chez moi à Manchester? Il dit, bien sûr. Et alors, il s'installe à Londres, et il commence à chercher, et au bout de quelques mois, il revient avec l'acétone de synthèse. Ce qui permet donc à l'armée britannique de continuer à pouvoir utiliser sa marine. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais c'est clair que ça a joué. En tout cas, Lloyd George, qui est le Premier ministre, à la fin de la guerre, en 1917, c'est pas encore la fin de la guerre, mais presque, il appelle Weizmann dans son bureau et lui dit mon cher Weizmann, nous sommes très honorés de ce que vous avez fait pour nous et nous voulons savoir si nous pouvons vous donner une médaille de reconnaissance de la part de Sa Majesté. Et alors à ce moment-là, Weizmann il dit médaille, j'en ai pas besoin, c'est pas pour moi. Alors mais vous pensez quand même qu'on va être obligé de faire quelque chose pour vous? Il dit oui, quelque chose que vous pourriez faire, mais la seule chose que vous pourriez faire, c'est très bien, c'est si vous pouvez faire quelque chose pour mon peuple. Et là, Balfour, qui avait déjà parlé à Lord George des idées sionistes Balfour intervient et il dit, je suppose, M. Weizmann, que vous voulez parler de l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, comme vous m'avez parlé à l'époque. Et Weizmann dit, c'est absolument de ça que je parle. Et à ce moment-là, Balfour lui dit, on va essayer de faire quelque chose pour vous. Et c'est pour ça qu'en 1917, en novembre 1917, alors que les Anglais et les Français sont persuadés de gagner la guerre, ils se partagent déjà le monde, ils se partagent surtout donc les débris des empires vaincus, et notamment de l'empire turc. Alors à ce moment-là, l'Angleterre dit « moi je vais prendre la Palestine ». Alors il faut comprendre que les Français voulaient toujours avoir la Palestine, en fait, tout le monde la veut, parce qu'elle se trouve entre l'Afrique et l'Asie. Et puis en plus, elle a une voie également avec Elat, comme ça, vers la visité par exemple, enfin, vous comprenez. Donc c'est évidemment un truc très important à Palestine, au niveau stratégique. Alors les Français, ils sont installés plutôt en Syrie et au Liban, ce qu'ils appellent le Levant. Ils ont leur comptoir là-bas. Et donc ça les intéresse de pouvoir agrandir tout ça et d'avoir la Palestine. Quant aux Anglais, ils sont déjà bien installés en Égypte. Alors ça les intéresse bien sûr d'avoir aussi la Palestine. Et ils savent qu'ils vont être obligés de se battre pour ça. Jusqu'où va aller l'influence française depuis le nord et jusqu'où va aller l'influence anglaise depuis le sud. Et alors attends, vous avez une minute. Alors à ce moment-là, les Anglais disent on va servir des Juifs, on va se servir des Juifs pour obtenir des Français qui nous laissent la Palestine. Si on dit aux Français, c'est pas pour nous qu'on la veut, mais c'est pour faire justice au peuple juif dispersé, etc., ça passera plus facilement. Et donc il y a, si vous voulez, dans cette histoire de la déclaration Balfour, qu'on va voir tout de suite, il y a un concours de circonstances, à la fois au niveau des intérêts politiques de l'Angleterre, et à la fois parce que Balfour était vraiment persuadé que c'était une chose importante à faire, c'est un grand croyant. Il se voyait tout d'un coup dans le rôle de Cyrus, le roi Cyrus qui a permis aux Juifs de retourner en Eretz Israël, et lui, il pensait en effet que c'était faire une grande chose que de faire réaliser les prophéties bibliques. Donc il y avait tout ça en même temps. Il y avait une foi protestante importante avec une foi au retour des Juifs en Eretz Israël, et en même temps des intérêts bien compris de l'Angleterre pour pouvoir avoir une main sur la Palestine, en disant que c'était en fait pour les Juifs. Et puis il y croyait vraiment, il disait ce sera pour les Juifs, mais nous on sera évidemment derrière, quoi. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Ah ouais, pour moi, ça fait pas qu'on employait le mot Palestine. Mais Palestine, d'où c'est venu ce nom? La première fois qu'on a utilisé le mot Palestine, c'est parce que les Romains, quand ils ont viré les Juifs, et surtout après la défaite de Bar Kokhba, ils ont décidé de changer les noms qui faisaient trop juifs en Eretz Israël pour embêter le peuple juif, quoi. Alors c'est la raison pour laquelle Jérusalem, lui ont donné un nom romain, ils l'ont appelé Aela Capitolina, ils ont fait des trucs romains à l'intérieur.
et Eretz Israël, ils ont décidé que sur leur carte, à eux, les Romains, on n'écrira plus Israël, qui était le nom du pays depuis des siècles, enfin depuis tout le temps, et on appellera ça Palestine. Pourquoi Palestina. Pourquoi? Parce que ils ont pris le nom d'une peuplade qui avait disparu depuis longtemps, qu'on appelle les Plishtim, et qui apparaissent dans le Tanakh à plusieurs reprises, traduit par Philistin, et qui n'existait plus déjà à l'époque de Rome, et ils ont pris le nom. Et puis, comme c'était les Plishtim, c'était les ennemis jurés d'Israël à l'époque de David, à l'époque de Shaoul, etc. Et donc, ils ont pris ce nom-là, Plishtim, et ils en ont fait donc la Palestine, et c'est comme ça que ça rentrait à Rome, et vous savez que ce qui rentre à Rome, finalement, ça devient européen, c'est-à-dire finalement tout le monde en Europe appelait ça la Palestine. Donc dans le monde entier, même les Juifs appelaient ça la Palestine. Entre eux, ils appelaient ça Eretz Israël, toujours, dans les Tfilotes, dans les trucs, mais quand on parlait avec les Goïms, on parlait de la Palestine. Les Juifs qui habitaient en Eretz Israël à cette époque-là, les Juifs de la première alliance, la deuxième alliance, on les appelait les Juifs palestiniens. Okay, donc pour eux, c'était une manière de... Après, c'est bien plus tard, c'est dans les années 1960, pardon, en 135, après la chute de Bar Kokhba. Ça n'a rien à voir avec la question que tu poses maintenant, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on dit Palestine, on pense aux Palestiniens, donc aux Arabes d'Eretz Israël. À l'époque, il y avait les Arabes de Palestine, il y avait les Juifs de Palestine. Après, quand l'État d'Israël a été créé, évidemment qu'on a redonné le nom officiel du pays, on ne va pas l'appeler Palestine, on va l'appeler comme les Juifs l'ont appelé pendant des siècles, on va appeler ça Israël. Et puis donc les Arabes, du coup, quand ils voulaient se créer une nationalité à eux, quoi, différente de celle d'Israël, alors ils ont gardé le nom, ils ont repris le nom de Palestine. C'est comme ça que historiquement ça se fait. Et si vous prenez par exemple des timbres postes de l'époque de trucs, vous voyez que ça s'appelait Palestine, mais ça s'appelait Palestine, c'était en ivry, tu vois. C'est comme ça que les Juifs appelaient ça par rapport au goïm, et entre nous on appelait ça Israël. Bien, revenons à notre histoire de Balfour. Donc, il faut que j'ajoute encore un truc pour montrer l'intérêt des nations, et surtout le côté un petit peu antisémite, même de ceux qui sont les plus pro-sémites du monde. Balfour, c'était un type qui aimait beaucoup les Juifs, donc vous avez bien compris. Il aimait les Juifs, il voulait vraiment les aider, etc. Mais regardez quelles sont la manière qu'ils ont de réfléchir, ces gens-là, même les gens les mieux intentionnés à notre égard. La troisième raison pour laquelle ils ont voulu donner la déclaration Balfour, c'est-à-dire le droit des Juifs à créer un foyer national en Palestine, c'est parce qu'ils se sont dit la chose suivante. Nous avons deux grands problèmes pour gagner la guerre. Premier problème énorme qu'on a, c'est que les Russes sont de moins en moins stables. On peut de moins en moins se fier aux Russes. Pourquoi? Parce qu'il y a des révolutionnaires qui sont en train de faire la révolution. Les Russes en ont marre de mourir sur le front. Et puis, comme de toute façon, ils en ont marre du tsar depuis très longtemps. Et donc, la révolution risque d'éclater à tout moment. En effet, elle va éclater la révolution. La révolution russe, elle va éclater en quelle année? En 1917, justement. Et c'est les communistes qui vont prendre le pouvoir là-bas. Le tsar, il va être tué. Or, tout le monde sait que parmi les révolutionnaires, il y a beaucoup de juifs. Pourquoi il y a beaucoup de juifs? Parce que les Russes n'aiment pas le tsar, mais les Juifs l'aiment encore moins, parce que le tsar il fait des pogroms. Donc il y a beaucoup de Juifs révolutionnaires qui sont des cadres de la révolution communiste. Alors qu'est-ce qu'ils se disent, les Anglais? Si on fait plaisir aux Juifs, en leur donnant la Palestine, eh bien pour nous remercier, les Juifs russes, qui sont encore en Russie, même s'ils réussissent la révolution, ils continuent à faire la guerre à nos côtés. Parce qu'ils avaient très très peur, les Anglais, que si la révolution éclate et réussit en Russie, la première chose qu'ils vont faire, les nouveaux maîtres de la Russie, c'est d'arrêter les combats. C'est demander l'armistice, c'est d'arrêter les combats parce qu'ils en ont marre de mourir stable. Et la vérité, qu'est-ce qui va se passer finalement? Mais c'est exactement ce qui va se passer. La révolution va avoir lieu, ils vont gagner, donc le tsar va s'enfuir, il va être tué après. Et la première chose qu'ont faire les révolutionnaires au pouvoir, c'est d'arrêter la guerre, arrêter le massacre, arrêter la boucherie, etc. Donc en fait, mais les Anglais pensent qu'en donnant la Palestine aux Juifs, on évitera ce scénario. Ils sont trompés, ils n'ont pas évité. Et puis la deuxième idée qu'ils avaient, le deuxième problème qu'ils avaient, c'est les Américains. Les Américains, ils aiment bien les Européens démocrates et tout ça. Ils n'aiment pas tellement les empires. Et les Américains, en fait, ce sont des alliés potentiels de ce groupe-là. Sauf que, ils se disent entre eux, les Américains, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on va mourir pour des Français ou des Européens? Ils ne sont pas débrouillés ensemble. On n'a pas besoin de se mêler de ça. Et donc il y a un très fort mouvement isolationniste aux États-Unis où le président Roosevelt, qui voudrait bien
à aider ses copains anglais, eh ben, il ne peut pas parce que l'opinion publique, elle dit, mais ça va pas, non, on ne va pas mourir pour les Européens, laissez tomber. Et donc, il y a eu un combat qui se fait au fur et à mesure que la guerre approche. Est-ce que les USA vont rentrer dans la guerre ou pas? Évidemment que les Français et les Anglais voudraient bien que les USA rentrent, parce que s'ils rentrent, c'est à leur côté. Et les Anglais sont persuadés que les Juifs aux États-Unis, ils sont très puissants. Ils sont capables donc de faire pencher la politique américaine. C'est ce que j'appelle l'antisémitisme, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas si puissants que ça. Entre nous, aujourd'hui non plus, ils ne sont pas si puissants qu'on le dit. En tout cas, les goïms étaient persuadés de ça, même les bons goïms. Et alors ils pensaient qu'en donnant Eretz Israël aux sionistes, eh bien, les Juifs américains, en remerciement, allaient pousser le pays à rentrer en guerre. La vérité, les États-Unis sont rentrés en guerre aux côtés des Anglais, mais pas grâce aux Juifs, uniquement par l'intérêt américain. Et les Russes vont faire la révolution, mais ne vont pas faire ce que les Anglais attendaient d'eux, c'est-à-dire ils vont arrêter les combats, malgré la déclaration Balfour. Donc ils sont plantés en fait sur toute la ligne, d'autant plus que en donnant Eretz Israël aux Juifs, c'était seulement les sionistes qui étaient contents, mais la majorité des Juifs, en fait, c'est pas si différent que ça, et donc ils s'en foutaient un petit peu de ce que les Anglais faisaient ou pas faisaient. En tout cas, pour le mouvement sioniste, la déclaration Balfour, elle est évidemment bien tombée, surtout qu'on ne s'y attendait pas, et là, ça devient tout d'un coup ce que j'appelle le renversement donc, de la situation. La guerre qui avait si mal commencé pour nous devient un truc vachement sympathique. Je vous lis la déclaration Balfour, quand même, que vous sachiez. Cher Lord Rothschild, donc le type il écrit ça, non pas à Weizmann, qui n'est pas officiellement le représentant du mouvement en Angleterre, mais à Lord Rothschild, le côté, la branche anglaise de la famille. Cher Lord Rothschild, le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de ce but. Étant clairement entendu, alors ça, étant clairement entendu, c'est un rajout qui a été fait par deux groupes de pression, les Arabes d'un côté et les Juifs non sionistes anglais de l'autre. Première phrase, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine. Ça veut dire, faites attention, on vous laisse créer un foyer national juif, mais ne touchez pas aux Arabes. C'est-à-dire que les Arabes continuent à avoir leurs droits, pas leurs droits nationaux, bien sûr qui n'existaient pas encore, mais leurs droits civils. D'un côté, les Juifs, ils n'avaient aucune intention de porter atteinte aux droits civils des Arabes. Et deuxièmement, ni aux droits et aux statuts politiques dont les Juifs jouissent dans tous les autres pays. Ça, c'était pour faire plaisir aux Juifs non sionistes ou anti-sionistes qui étaient les plus virulents contre la déclaration Balfour. Et quand Balfour était sur le point de la faire, les Juifs sont allés lui parler, les Juifs anglais, ils ont dit « Oh, toujours pour la même raison qu'avec Herzl, ça n'a pas changé. » Et ils pensaient que le sionisme, ça allait créer l'antisémitisme, etc. Donc ils disaient surtout « Faites attention, et nous alors, si vous dites que les Juifs ils sont chez eux en Palestine, ça veut dire qu'ils sont plus chez eux à Londres. Alors faites attention. » Et Balfour, donc, il est obligé d'écrire « Non, ça ne portera pas atteinte aux droits des Juifs dans les pays dans lesquels ils se trouvent, etc. » Ça, c'est la déclaration Balfour. Un tout petit texte donc, de 4 phrases, et c'est signé Arthur James Balfour. Alors, pourquoi c'est quand même important? Parce que, évidemment, Herzl, s'il avait vécu encore quelques années, au lieu de mourir bêtement en 1904, s'il avait vécu encore quelques années, pas beaucoup, hein, combien, 13 ans, eh bien, il aurait vu de ses yeux s'accomplir son rêve qui était qu'une puissance, une vraie puissance mondiale, accorde aux Juifs le droit d'arriver, de créer un foyer national en Eretz Israël. C'est la première fois que ça arrive depuis 135, depuis la chute de Bar Kokhba. C'est donc un événement considérable, impressionnant. Et puis rajoutez à ça qu'une fois que la guerre sera gagnée, eh bien, tous ces accords, il y aura des conférences, vous savez, des conférences mondiales de la paix, il y aura une conférence à Versailles, qui donnera lieu au traité de Versailles, après une conférence de San Remo, puis après le président Roosevelt qui va venir avec ses points, là, je sais plus quoi, il y a 14 points là, pour le truc, et notamment de créer une société de toutes les nations, c'est-à-dire l'ONU. Mais à l'époque, ça s'appelait l'ONU, ça s'appelait une société des nations. Et c'était la même idée. C'est-à-dire qu'on pensait qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de problème de guerre, etc. La boucherie était tellement écœurante que les nations se sont dit, c'est fini maintenant. Comment ils appelaient ça les Français à la fin de la guerre? Comment ils ont appelé la Première Guerre mondiale, les Français? La guerre des nerfs. La guerre des nerfs. C'est-à-dire c'est terminé, c'est la boucherie, et on n'en veut plus. À partir de maintenant, quand il y aura des conflits entre les nations, on les résoudra comme des gens civilisés. On a créé une grande association de tous les pays, la Société des Nations, et quand on aura un problème, eh bien on soumettra le problème à la Société des Nations, on va voter à la majorité, et on évite les guerres. C'est ça toute l'idée de Roosevelt. Or, pourquoi je raconte tout ça? Parce que la déclaration Balfour, c'est pas seulement l'Angleterre qui donne aux Juifs le droit de rentrer en Eretz Israël. C'est que ce texte-là a été voté dans toutes les résolutions
et dans tous les traités qui ont suivi la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les traités de San Remo, etc., ont ratifié la déclaration Balfour, ce qui fait que ce n'est pas l'Angleterre seulement, mais c'est les nations du monde. Les nations du monde ont reconnu, Herzl n'a même pas imaginé un truc pareil. Lui, il pensait qu'une nation allait nous aider à créer notre pays, notre État en Eretz Israël. Et tout d'un coup, ce n'est pas une nation. C'est une nation d'abord la Grande-Bretagne, bien sûr. Mais, et malgré tout ce qu'elle aura fait après, on ne peut pas lui enlever ça, elle a un mérite historique énorme, la Grande-Bretagne. Mais, ce n'est pas seulement la Grande-Bretagne, c'est surtout les nations du monde qui ont reconnu pour la première fois. Et si vous voulez un truc un petit peu personnel au niveau marché d'Israël, les rabbins qui se sont opposés au sionisme, vous savez sur quel mara ils se basent essentiellement? Sur la Maseret de Tuvot. Oui, exactement. Où là-bas, il y a l'histoire des trois chevaux, des trois savants. Vous avez étudié les trois savants? Bon. Tout le monde a étudié les trois savants? Non. Parmi les trois chevaux, il y a une chevoie qui dit on n'a pas le droit que Israël s'engage, le peuple juif s'engage envers Dieu, après l'exil, à ne pas se révolter contre les nations du monde pour revenir en Eretz Israël. C'est-à-dire que la Géoula ne peut pas avoir lieu en se révoltant contre les nations. Bon, ça, c'est un texte qui est très... Bon, c'est une agada, évidemment, c'est pas... Il n'y a pas eu un... Les Juifs ne sont pas réunis en Sanhédrin, ils n'ont pas voté le truc, c'est pas une halakha. Enfin, c'est une agada quand même, il faut prendre au sérieux. Okay, et la vérité, c'est que pendant des siècles et des siècles, on se disait, enfin, comment c'est possible que les nations reconnaissent le droit des Juifs à retourner en Eretz Israël, alors que les nations n'existent pas. Il y a la nation X, la nation Y, mais il n'y a pas l'ensemble des nations. Ça veut dire quoi? Il faut demander à chaque nation s'ils sont d'accord. C'était impossible à imaginer. Et tout d'un coup se crée, en 1918, la Société des Nations, et à peine elle est créée, une des toutes premières choses qu'elle fait, c'est ratifier la déclaration Balfour, c'est reconnaître aux Juifs le droit de retourner en Eretz Israël. Donc du côté de la fameuse Shoah, il y avait tout d'un coup une sorte de réalisation de la Shoah, sans être obligé de passer outre, contrairement à ce que d'autres ont maintenu malgré tout. Non, on est allé contre les nations. On n'est pas allé contre les nations. Les nations ont donné l'autorisation aux Juifs de retourner en Eretz Israël par la déclaration Balfour. Voilà comment se termine cette année 1917. En Europe, la fin de la guerre, en Europe, c'est l'euphorie générale. Bon, à part les premiers mois où il faut enterrer les morts, on commence à se rendre compte de la dimension énorme de ce carnage. Mais en même temps, on a l'impression que c'est fini maintenant. Ça ne sera plus jamais comme ça, on ne fera plus la même bêtise une deuxième fois. Vous vous rendez compte, 1918, ils sont tous persuadés, qu'ils habitent en Allemagne, qu'ils habitent en France, qu'ils habitent n'importe où, ils sont tous persuadés en Europe que c'est fini. Plus jamais ça, plus jamais ça. Combien de temps ça va leur prendre pour refaire un truc 20 ans seulement. Souvent c'est les mêmes. Souvent c'est les mêmes qui sont obligés de revenir une deuxième fois pour recommencer un carnage qui cette fois-ci sera bien plus important que le premier. Personne ne peut l'imaginer à l'époque. À l'époque on appelle pas ça la Première Guerre mondiale, on appelle ça le conflit mondial. Mais on appelle ça aussi le dernier conflit mondial. Et les années qui suivent la Première Guerre mondiale sont des années d'euphorie. C'est-à-dire tout le monde est content qu'on avait terminé une fois pour toutes avec toutes ces histoires. Et alors, on appelle ça en France les années folles. Les années folles, c'est les années où on fait les fous. Alors, dans les cabarets, dans les trucs, dans les machins, les gens ils s'éclatent. Pourquoi ils s'éclatent? Et voilà, ça suffit. On a assez souffert pendant 5 ans, pendant 4 ans, maintenant c'est terminé. Les Juifs aussi, ils s'éclatent, pour dire la vérité, en Europe. Ils s'éclatent énormément. Non seulement en Eretz Israël, c'est la déclaration Balfour. Non seulement en Eretz Israël, on est content de voir les Anglais arriver, mais on pense en Europe, les Juifs en Europe pensent en effet que cette fois-ci, tout va pour le mieux. Il n'y a plus aucun pays qui met des restrictions aux droits des Juifs. Tout le monde est d'accord. Même les nouveaux maîtres de la Russie, les communistes, dans leurs déclarations et dans leurs lois, disent qu'on ne peut pas faire de discrimination sur la base de la religion de quelqu'un et de l'origine de quelqu'un. Même en Russie. Donc tout d'un coup, pour la première fois dans le monde, tous les Juifs ont, en tout cas théoriquement, le droit d'arriver aux postes les plus élevés sans que personne leur dise rien. Il n'y a pas de quota dans les universités, on peut faire des études qu'on veut, on est électeur, on est éligible, c'est formidable, c'est vraiment la fin des temps. Il n'y a plus de discrimination, il n'y a plus d'antisémitisme en fait. Et en effet, tu vois tout d'un coup les Juifs qui commencent à prendre des places de plus en plus importantes dans toutes sortes de domaines, notamment, on sait qu'on y voit les Juifs.
La banque. La banque, très bien. On voit que tu es antisémite, donc la banque. Quoi encore? Encore. Tout ce qui est les métiers. Médecine. Voilà, c'est ça. Donc, la médecine, la politique, les médias, la presse. Voilà, les juifs, ce qu'on appelle les carrières donc, libérales, c'est-à-dire où tu dépends de personne, c'est-à-dire que tu peux donner réellement toute l'expression de ton talent, ouais, et ben, les juifs excellent. Comme si pendant des siècles, on allait presser le ressort, et que maintenant qu'on a enlevé la main, tout à coup, hop, et c'est là que vous avez des noms de gens, tu te dis, mais comment est-ce qu'un petit peu comme ça peut sortir tellement de génie en même temps, dans la même période, un peu partout en Europe. Et c'est l'époque des Sigmund Freud qui invente la psychanalyse, c'est l'époque des Franz Kafka, c'est l'époque des Albert Einstein, c'est l'époque des grands musiciens également, des grands au niveau de l'art, des grands peintres, les Chagall, les Modigliani, enfin, tout d'un coup, tu te dis, tiens, les Juifs sont capables de faire plein de trucs dans toutes sortes de domaines, et ça finit par se voir. Je ne parle pas du nombre de médecins, tout d'un coup, du nombre d'avocats, ça finit par se voir et se sentir. Et comme d'habitude, quand ça se voit et ça se sent, alors ça crée également un début Antisémitisme. de jalousie. Et, mais enfin, pour qu'ils se prennent, qui c'est qui leur a permis, il y en a trop, je ne savais pas qu'il y en avait tellement d'ailleurs. Ouais. Pourquoi on n'a pas créé l'État d'Israël juste après? Ah, bonne question. Bonne question. Comment se fait-il que 1917, les Anglais donnent aux Juifs la possibilité de créer leur pays? Ils n'appellent pas ça État, ils appellent foyer national, enfin c'est pareil. Ça, en tout cas, les Juifs ont compris que c'était pareil. Et comment ça se fait qu'il va falloir attendre 30 ans, de 17 à 47, pour que réellement l'État juif puisse être voté à l'ONU? 30 ans de retard. 30 ans qui nous ont coûté 6 millions de personnes. Si on avait pu créer l'État d'Israël seulement 5 ans avant, c'est-à-dire au lieu de le créer en 48, on l'aurait créé donc en 46, 43 ou 42, ou évidemment si on l'avait créé en 38 ou 39, alors on aurait évité la Shoah, c'est sûr. Donc il y a ici évidemment un retard dramatique, ouais, et qui est tout entier à mettre sur le dos des Anglais. Alors autant on a dit que les Anglais, ils ont un mérite historique de nous avoir pour les premiers de les droits à retourner en Israël, autant il faut dire que après ils ont pris goût au pays, c'est-à-dire au lieu de faire le mandat, on appelle ça un mandat, c'est-à-dire la Société des Nations leur a donné un mandat. Tu dois préparer le terrain pour favoriser ce que la déclaration Balfour dit. Alors, on ne pouvait pas donner tout de suite l'État des Juifs parce que, disait-il, les Juifs n'ont pas encore suffisamment de structure étatique, donc ce serait le chaos. Donc on va les aider. Donc a priori, le mandat, ce n'était pas précisé combien de temps, mais les Britanniques étaient en Eretz Israël pour quelques années, afin de permettre aux Juifs de pouvoir créer les bases d'un nouvel État. Et puis, comme on va le voir dans un instant, ils vont faire exactement le contraire. Au fur et à mesure, ils vont s'apercevoir que les Arabes sont plus importants que les Juifs au niveau du nombre, pas seulement en Eretz Israël, mais dans le Moyen-Orient, que ce n'est pas leur intérêt de donner aux Juifs le truc, et au contraire, c'est contre leur intérêt. Et donc, ils se demandent avec quelle folie ils ont signé la déclaration Balfour, et donc ils vont faire exactement le contraire, au fur et à mesure que le temps va passer, et les Juifs vont ne plus pouvoir immigrer comme ils le veulent, ne plus pouvoir acheter des terres comme ils avaient envie, et ils vont finalement, au bout d'un moment, ils en auront ras-le-bol, ils commencent à faire la guerre contre les Anglais. C'est pour ça que ça a pris longtemps. On va y arriver. Ouais. Ok. Donc, juste peut-être un dernier épisode avant de passer à l'entre-deux-guerres, un dernier épisode sur la fin de la guerre. Est-ce que vous avez entendu parler dans votre vie du Nili? Le Nili. Ça vous dit rien? Il y a des Rehov Nili un peu partout dans le pays? Non. Bon, alors le Nili, ce sont les rachetez-votes de Netzach Israël, Lo Yeshaker. Netzach Israël, Lo Yeshaker. C'est une organisation d'espionnage. C'est la première fois que les Juifs s'occupent d'espionnage. Depuis Bar Korban. C'est toujours depuis Bar Korban, puisque c'est à partir de Bar Korban qu'on a tout perdu au niveau de la souveraineté nationale. C'est quoi ce mouvement, ce réseau d'espionnage de Nili? Alors ça a commencé en 1915, mais ça a surtout eu beaucoup d'influence à partir de 1916 et 17. Alors,
parler du Nili, c'est parler d'abord d'un personnage qui s'appelle Aaron Aronson. Aaron Aronson. Un jeune homme né en Eretz Israël, parce que son père fait partie de la première aliyah, donc il est né en Eretz Israël. Et amoureux, figurez-vous, de tout ce qui est botanique. Il connaît le nom de chaque plante en Israël, il s'intéresse énormément à comment faire pour vaincre les marécages, comment faire pour vaincre les calamités naturelles. Et puis c'est quelqu'un qui a l'air doué en agriculture. C'est rare un juif doué en agriculture. Et lui, il est né en Israël, il est amoureux de la terre et c'est comme ça. Un jour, M. Rothschild, le français, fait un voyage en Eretz Israël et il tombe sur ce Aaron Aronson. Il est très impressionné par les qualités de ce jeune et il lui dit eh bien écoute mon fils, tu es tellement intéressé, tu es tellement doué que je vais te payer des études en France le temps qu'il faudra, des études d'agronome. Et le type donc, va en France, à Paris, il fait des études, il comprend donc plein de trucs, okay, et il retourne en Eretz Israël et il crée une société, une école de, ils appellent ça une école d'essais agricoles à Atlit. Vous savez où c'est Atlit? Atlit, c'est au nord du pays, c'est là, sur la plage. Il crée donc à Atlit une école d'essais de tout ce qui est agricole, d'expérimentation agricole. Et tout de suite, ça devient quelque chose d'important parce qu'il est très doué, le Aronson. Alors, il prend à côté de lui, il prend un juif qui s'appelle Avshalom Feinberg, beau gosse. Je dis beau gosse parce que M. Aronson, il a 2 sœurs et qu'évidemment, le Avshalom, il va tomber amoureux des 2 et les 2 sœurs vont tomber amoureuses d'Avshalom. Et un jour, Avshalom devra bien choisir entre l'une et l'autre. Voilà. Il choisit l'une, et l'autre est tellement énervée, tellement frustrée, qu'elle dit la phrase suivante. Elle dit le premier juif qui passe dans la rue, je l'épouse. Qu'elle est bête. Elle se venge sur elle. Le premier juif qui passe dans la rue, je l'épouse. Le premier juif qui passe dans la rue, c'est un juif turc qui était de passage. Et elle arrête dans la rue, elle dit tu veux bien l'épouser? Il avait 15 ans plus qu'elle, ou 20 ans plus qu'elle. Elle était magnifique, elle était très jolie, lui était complètement à côté de la plaque. Et il dit, bien sûr, tout de suite. Et alors il se marie, il l'amène à Istanbul. Au bout de 2 ans, évidemment, au bout d'1 an, ça ne marche plus du tout. Il divorce, elle le quitte. Elle revient, on est en pleine guerre mondiale quand elle revient, donc. Et quand elle revient à Atlit, le Aaron Aronson et le Avshalom Feinberg sont déjà les 2 chefs du réseau qu'ils ont mis sur pied. Réseau, pour quoi faire? Réseau pour aider les Anglais à envahir la Palestine. Profiter de la guerre pour que les Turcs perdent la Palestine. Et donc, donner des renseignements aux Anglais pour qu'ils puissent rentrer plus facilement. Puisque nous, on est ici, on sait exactement où sont les forces turques, et donc on peut vous donner des renseignements qui n'ont pas de prix. Et on ne demande rien en échange. C'est quoi l'arrière-pensée? Une fois qu'on aide les Anglais vont nous aider après. Donc ils ne savent pas encore, à Atlit, ils ne savent pas encore tout ce qui se passe en coulisses avec Balfour, etc. Ils ne savent pas Weizmann, Balfour. Mais ils ont fait le même calcul qu'il vaut mieux jouer la carte de l'Angleterre contre la Turquie. Et donc, ils créent un réseau d'espionnage. Le Aronson, qui est reconnu par les Turcs comme étant un génie en agronomie, il reçoit un laissez-passer, même pendant la guerre, pour aller faire des conférences, là où on fait encore des conférences, dans des pays neutres. Et quand il est là-bas, il prend contact avec les Anglais et il met sur place donc le réseau d'espionnage. Le truc, c'est comme ça, les bateaux anglais devaient s'approcher en pleine nuit, tout feu éteint, de la côte, sans se faire remarquer par les Turcs, bien sûr. Et là ils allument leur truc 2-3 fois, c'est signe qu'ils sont là. Il y a une petite embarcation qui part de la grille, et on leur donne des renseignements. En échange, on reçoit des armes, et on reçoit un petit peu d'argent également pour pouvoir donner d'autres renseignements, et ça marche assez bien. Ça marche même tellement bien que plus tard, le général Allenby, qui rentrera en Palestine à la tête de ses troupes anglaises, dira que c'est grâce au Nili, aux renseignements du Nili, qu'ils ont compris que pour entrer en Palestine, le plus simple, c'était pas quand tu viens d'Égypte. Eux, ils pensaient attaquer directement Gaza, et pour rentrer ensuite, etc. Et le Nili leur a dit non, ici à Gaza, il y a beaucoup trop de forces turques, il faut contourner Gaza, prendre Beersheba, et après de Beersheba directement à Jérusalem. Et grâce à ça, donc, ils ont pu rentrer presque comme dans une heure.
C'est grâce donc au renseignement. Le Nili a bien fonctionné, a bien aidé les Anglais. Bon, je vous raconte tout ça pourquoi? Parce que figurez-vous qu'il s'est passé un truc. C'est qu'à un moment, le bateau britannique n'arrive plus. Et le pauvre Aronson, il se dit qu'est-ce qui s'est passé? Alors il attend 1 mois, 2 mois et ça ne marche toujours pas. Alors, il décide d'aller lui-même parler aux Anglais. Mais comment tu sors? Il n'y a plus de possibilité, c'est en pleine guerre, maintenant on ne peut plus sortir. On n'a plus d'autorisation. Alors il dit c'est pas grave, je vais prendre une embarcation et je vais aller en Égypte. Il arrive en Égypte et là-bas, à Aklit, on attend qu'il revienne pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé avec les Anglais. On attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne revient toujours pas. Avshalom se dit, je ne vais pas le laisser. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais aller vérifier moi-même. Non, ne pars pas, et le réseau. Non, non, je pars, je prends compagnie. Et ils s'en vont tous les deux, à pied, en Égypte. Alors, pour aller à pied en Égypte, quand tu es à Aklit, n'est-ce pas, tu dois descendre la côte, et puis là, tu dois rentrer dans le Sinaï, tu vas traverser le Sinaï, et hop, tu arrives en Égypte. Ouais, mais c'est en pleine guerre, alors c'est pas évident, les frontières, elles sont quand même surveillées, etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des Bédouins, qui connaissent bien la région, et avec 2 Bédouins, eh ben, ils arrivent à quitter la Palestine, à rentrer dans le Sinaï. Sauf qu'arrivé à un certain moment, d'autres Bédouins, pour des raisons qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas très claires, sans doute ils étaient fâchés avec les premiers Bédouins, c'est des problèmes de clan là-bas, mais ils décident d'attaquer ce petit groupe, et les Bédouins qui accompagnaient Avshalom et son copain s'enfuient, et les autres Bédouins tuent Avshalom, qui meurt là-bas dans le Sinaï, et l'autre juif, dont je ne me souviens plus du nom, il arrive à s'échapper et à courir le plus vite possible. Finalement, il arrivera en Égypte à bout de force et il se réveille dans un hôpital anglais, à Alexandrie. Et en levant les yeux, qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Aronson. Il dit, je vais là? Il dit, ben, je suis là. On m'a dit, les Britanniques nous ont dit qu'il y a un juif de Palestine qui est arrivé, donc je suis venu pour voir si je le connaissais, et je vois que c'est toi. Il dit, ben oui, alors je t'explique, mon vieux, on t'attend depuis des mois et tu n'es toujours pas venu, donc on a essayé de partir. Il dit, oh, c'est très courageux de votre part, mais pourquoi tu dis on, t'es tout seul? Il dit, mais non, je suis venu avec Avshalom. Mais il est où Avshalom? Ben il est mort. Comment ça, il est mort? Son beau-frère, hein? Ben oui, il est mort. Donc évidemment, c'est très triste, tout ça. Mais finalement, ils arrivent à retourner en Eretz Israël, et puis ça reprend avec les Anglais. Alors, il y a eu un problème avec les Anglais, ça reprend le sujet d'esclavage. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que cette histoire tragique, la mort d'Avshalom, qui a crevé le cœur de 2 sœurs, pas seulement de sa femme, mais de l'autre aussi, qui était revenue en fait pour lui. Enfin, je vous passe les trucs. Et donc, elle s'appelle Sarah Aronson. Sarah, elle a eu plus de popularité que sa sœur, qui était la femme de Feinberg, parce que c'est devenu une grande héroïne, Sarah Aronson. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Donc, ils arrivent, la guerre se termine. La guerre se termine, et le réseau finalement est démantelé par les Turcs. Les Turcs arrivent à mettre la main sur le réseau, et Sarah Aronson est prise en captivité à Damas, qui faisait partie de la Turquie à l'époque. Elle est torturée pour donner le nom de tous les membres du réseau. Elle ne parle pas et elle meurt en héroïne. Et c'est devenu une grande héroïne, la première fille d'Israël qui est morte dans les époques contemporaines pour ne pas donner le réseau. Il y a un épine, je vous dis, il y a un épine à cette histoire. C'est une histoire tragique, hein, le pauvre, il meurt. Aaron Aronson, il passe la guerre, et finalement il meurt dans un accident d'avion pour lui. Enfin bref, c'est une histoire tragique. Ils ont fait plein de trucs, mais ça s'est mal terminé pour tout le monde. En tout cas, pourquoi je dis qu'il y a un épine quand même? Parce que quelques années plus tard, nous sommes en 1967. 1967, c'est l'année de... 1967, c'est l'année de la guerre des 6 jours. Donc l'État d'Israël existe depuis maintenant 20 ans, 19 ans, et c'est la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, Israël fonce au Sinaï et arrive jusqu'au canal de Suez. C'est là. En fonçant, les tanks du général Tal foncent vers le nord du Sinaï. Il y a d'autres forces qui sont vers le centre et vers le sud, mais eux, ils foncent vers le nord du Sinaï. Et puis tout d'un coup, il y a un bédouin qui fait des signes énormes à un des tankistes. Alors, un bédouin qui vit là-bas, apparemment. Alors le type s'arrête, il dit, si tu veux, il faut que je te montre le palmier du Yahoud. Il dit, c'est quoi ça, le palmier du Yahoud? Il l'amène de force pratiquement, il dit, tu vois, ça c'est un palmier, on l'appelle le palmier du Yahoud. Il dit, qui c'est on? Ben, les bédouins, là, mon père, et tout, on l'appelle le palmier du Yahoud. Certainement qu'il y a une raison, je voulais te le dire. Il dit, écoute, t'es gentil, mais moi j'ai un tank à conduire, on doit aller jusqu'au canal de Suez. Il dit, fais comme tu veux, mais c'est là. Il dit, bon d'accord, je me rappellerai. Et quand la guerre est terminée, le bonhomme, le tankiste, il va voir les archéologues israéliens, il leur dit, écoutez, il y a un truc là-bas bizarre, ça s'appelle le palmier du Yahoud. Ils arrivent là-bas,
ils creusent, et qu'est-ce qu'ils trouvent en bas? Métro. Le corps de Avshalom Feinberg. Comment est-ce que le corps d'Avshalom Feinberg, retrouver le corps d'Avshalom Feinberg dans un désert du Sinaï, il faut vraiment plus qu'une chance. Alors comment est-ce qu'ils ont fait pour le trouver? Figurez-vous, quand il a été tué, il avait dans les poches un noyau de dattes. Un noyau de dattes, il avait pris des dattes avec lui pour manger, il avait un noyau de dattes. Or, il se trouve que la date, eh bien, tu mets un noyau en terre et puis c'est tout ce que tu as à faire, le reste ça pousse tout seul. Et donc le palmier avait poussé tout d'un coup en plein désert, et en creusant sous le palmier, on a retrouvé le corps d'Avshalom, qu'on a pu donc identifier de manière sûre comme étant Avshalom, par les moyens qu'on a aujourd'hui. Il était enterré, donc voilà, on l'a déterré, on l'a réenterré au Har Herzl, vous pouvez le voir là-bas. Vous voyez donc la fin de l'histoire du. Mais ça, c'est une anecdote. L'essentiel, c'est ce qui se passe après. Les années folles. Donc l'Europe qui est très, très heureuse de vivre l'euphorie, etc. Pardon? C'est quoi la pierre? Et qu'on a pu l'enterrer. Ah non, c'est vrai qu'il avait ressuscité. Non, non, on a retrouvé son corps. Et on a retrouvé son corps quand même 50 ans après. Ah ouais, c'est un grand truc. Retrouver des corps et pouvoir les enterrer, chez nous, c'est très important. À cause de ça, on a une bracha tous les jours dans le Birkat Hamazon supplémentaire, vous savez. La dernière bracha du Birkat Hamazon, la Tov Amétiv, c'est une bracha qu'on a instaurée. Pourquoi? Parce qu'on a pu enterrer les morts de Bétar, vous savez ça? Les morts de Bar Kokhova, on a pu les enterrer. Ils n'ont pas. Vous connaissez pas le. C'est très important pour voir enterrer. Ouais. Je crois que celui qui accompagnait Avshalom, c'était Yosef, le Chemsky, un truc comme ça. Sans doute que tu as raison. Puis ça se termine en ski, mais je me souviens plus du nom. Je sais pas si Mais c'est bien possible que ce soit ce que tu. Ouais. Je sais pas, peut-être que je l'ai ici d'ailleurs. Ok, très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'important? La suite, c'est que le sentiment de jalousie qui commence à poindre en Europe, eh bien, pour l'instant, il est diffus. Il n'y a que ceux qui ont l'oreille fine qui l'entendent, mais il est surtout présent chez les pays vaincus, c'est-à-dire l'Allemagne. Et puis, ça ne demande qu'à éclater un peu partout en Europe. Ça va éclater en 1929. Pourquoi? Parce que 1929, c'est quoi? C'est la grande crise, le grand crash à New York. Et alors, les pays sont en crise économique. Et il y a des pays qui sont plus touchés que d'autres. Et en temps de crise, les Juifs sont toujours évidemment accusés. Parce que c'est plus pratique. Et c'est le cas aujourd'hui. Si vous posez vraiment la question pourquoi c'est justement aujourd'hui que l'antisémitisme renaît en Europe, c'est aussi à cause de la crise économique, de laquelle certains pays ne sont toujours pas sortis. Donc quand il y a une crise, donc on accuse les Juifs. Ben, c'est un peu ce qui est arrivé. Donc en 29, la crise économique fait qu'on a accusé les Juifs. Mais il y a une autre raison qui fait que l'antisémitisme va prendre en Allemagne plus qu'ailleurs. Alors pourquoi est-ce qu'elle prend en Allemagne plus qu'ailleurs? C'est à cause d'un bonhomme, un caporal, le nom d'Adolf Hitler. Ce caporal, c'est un petit peintre raté, quoi. Il n'a pas réussi sa vie. Bon, il a trouvé l'armée, et à l'armée, eh ben, il trouvait la camaraderie, il était content. Il a fait donc la Première Guerre mondiale avec ses copains, et puis il a été blessé au front, manque de peau, en 1917, fin de la guerre. Et puis on l'amène à l'hôpital, à l'arrière, et quand il se réveille sur son lit d'hôpital, il apprend, étonné, que l'Allemagne a capitulé. Il apprend étonné que l'Allemagne a capitulé. Et il se dit, c'est pas possible, quand j'étais au front, bon, c'était dur, d'accord, il y avait des gens qui mouraient autour de moi, ok, mais les Français, ils mouraient autant que les Allemands. Ça veut dire quoi qu'on a perdu la guerre? On était en Allemagne, on était en France, les troupes n'étaient pas en Allemagne, la guerre, le front, c'était en France. Pourquoi on a perdu la guerre? Certainement qu'on nous a trahis. Et dans la tête du caporal, Hitler, comme dans la tête de beaucoup d'autres Allemands de l'époque, si on a perdu la guerre, si l'Allemagne a capitulé, c'est qu'il y avait des traîtres en Allemagne. Et c'est comme ça que ça a commencé son histoire. Bon, après, il faut rajouter évidemment les frustrations qu'il a eues, sans doute quelque chose dans la vie personnelle aussi. Il est probable qu'il ait du sang juif dans les veines, Hitler. Vous savez ça, vous connaissez c'est pratiquement sûr aujourd'hui, c'est pas encore sûr à 100%, c'est pratiquement sûr. D'où il vient ce Hitler? Vous connaissez l'histoire de... Ça... Il y a du sang juif. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que son père ne s'appelle pas Hitler. Monsieur Alois Hitler, qui a reconnu Adolphe, n'est pas son père biologique. C'est le mari de sa mère. D'accord? C'est le mari de sa mère, qui, la mère était enceinte quand il l'a épousée,
quand le gosse est né, Adolphe, au bout de quelques années, Aloïs a décidé de l'adopter, de reconnaître, si vous voulez, c'est pas son enfant, mais enfin l'adopter, et donc du coup il s'appelait Adolphe Hitler. Ok, mais c'est pas vraiment le fils de son père. Et alors c'est le fils de qui? Ben, c'est le fils d'abord de cette dame allemande, Goya, mais, et c'est là que l'histoire se corse un peu, cette dame Goya, elle était gouvernante dans une maison cossue, d'accord, les gens assez aisés, et ces gens-là, c'était des juifs. Et l'histoire raconte, on n'est pas sûr à 100%, mais l'histoire raconte qu'elle aurait été mise enceinte par le fils de la maison, donc un juif, c'est-à-dire, et que donc elle ne pouvait pas rester, parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas du tout. Et donc elle ne pouvait pas rester, hein, donc on lui a donné tout l'argent qu'il fallait, etc. On lui a dit de partir, de discrètement s'en aller, et donc elle serait partie à ce moment-là. Et donc, allez savoir, si l'histoire est vraie, ça veut dire qu'il y a du sang juif dans les veines. Franchement, il n'y a pas de quoi être fier, mais enfin c'est comme ça. Mais ça expliquerait en tout cas... Non, de toute façon, il n'est pas juif. Enfin, c'est sûr. Enfin, quand même. Ça expliquerait en tout cas une partie de ses frustrations. Il y a eu d'autres frustrations qu'il a eues quand il était à Vienne pendant longtemps. Et puis, je vais vous dire, une des preuves, enfin, un des indices que cette histoire que je viens de vous raconter est probablement vraie, c'est que pendant la nuit des longs couteaux, quand il aura déjà le pouvoir et qu'il va tuer tous ses rivaux, d'accord, dans une seule nuit, comme ça, dans leur lit, les gens qui pensaient que lui, Hitler, il pensait qu'ils étaient menaçants pour son leadership, et bien à part ses rivaux de la SA, il va tuer également un certain nombre de gens dans son village, là où il a grandi, et personne ne comprend pourquoi. Et sans doute qu'il voulait faire taire le peu de gens qui connaissaient réellement l'histoire, et qui ne voulaient pas que ça sorte. C'est bien possible. C'est une théorie, on n'est pas sûr à 100%. En tout cas, ce Hitler, quelles que soient les raisons, très rapidement, dans sa jeunesse à Vienne, devient antisémite. Vienne, c'est un endroit où, on l'a déjà vu pour Herzl, c'est un endroit où il y a beaucoup de juifs et que les juifs sont assez voyants, donc il devient assez antisémite là-bas. À cause de la défaite, il pense que les juifs ont vendu les Allemands, il pense aussi qu'ils ont beaucoup trop de pouvoir, et que, évidemment, c'est beaucoup plus facile de donner ce genre d'explication quand les choses vont mal. Mais le parti d'Hitler, comme vous le savez, c'est un petit parti d'extrême droite. Or, il se trouve qu'en Allemagne, entre 1918 et 1933, le régime allemand entre 18 et 33, c'est un régime démocratique ou c'est un régime dictatorial? Entre 18 et 33, Démocratique. Très démocratique. Ouais. Ça s'appelle la République de Weimar. République de Weimar, du nom d'un quartier en Allemagne où on va écrire la constitution de cette République. C'est un pays très démocratique qui ressemble un petit peu, la chita là-bas, ça ressemble un petit peu à la chita qu'on a ici en Israël, c'est-à-dire c'est la proportionnelle, on vote avec des partis politiques, après ils se ensemble une coalition, etc. Hitler, il est chef d'un petit parti d'extrême droite qui s'appelle le national-socialiste. À l'époque, en Allemagne, il y a plein de petits partis d'extrême droite et d'extrême gauche qui se font la guerre dans les rues, il y a de temps en temps des émeutes, etc. Mais ils sont ultra minoritaires. Et l'extrême droite, fascisant, et l'extrême gauche, communiste révolutionnaire, qui veulent faire la révolution, etc., sous l'influence des Russes. Et au milieu, il y a cette république qui essaie tant bien que mal à calmer les choses. Jusqu'en 1929, ça allait plus ou moins. Mais à partir de 1929, avec la crise, ça va plus vite. Parce que l'Allemagne va être très très touchée par la crise, plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'à cause du traité de Versailles, ces imbéciles de Français, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé aux Allemands de payer des réparations sur la Première Guerre mondiale. En disant, c'est eux qui sont responsables de la guerre. La vérité, c'est que les Allemands n'étaient pas plus responsables de la guerre que les Français. Mais les vaincus ont toujours tort. Et donc les vainqueurs ont imposé à l'Allemagne de payer des sommes importantes. Tant qu'il n'y avait pas la crise économique, ils pouvaient encore se le permettre. Quand la crise économique arrive, ils n'ont plus la possibilité de le faire. Et donc la crise est très difficilement vécue en Allemagne. Et alors Hitler, évidemment, il a de plus en plus de popularité. Et surtout, son plan d'action, c'est déchirer le traité de Versailles qui humilie l'Allemagne, qui interdit à l'Allemagne de remilitariser toute la région qui est frontalière avec la France, c'est pas normal, qu'il n'y ait pas d'armée allemande, c'est pas normal du tout. Bon, qu'on ait perdu l'Alsace-Lorraine, qu'est-ce que tu veux faire, c'est la guerre. Mais tout ça, c'est un dictat, et les réparations, c'est de l'humiliation, et c'est pas normal, et c'est pas juste, etc., etc. Et de plus en plus, ça prend
Alors, est-ce que vous savez ces images que vous voyez des Allemands qui ont acheté leur pain avec une charrette pleine de billets de banque parce que le marque a tellement dévalué que pour acheter du pain, il faut des milliers et des millions de marques. C'est-à-dire la monnaie ne vaut strictement plus rien. Alors évidemment, dans ces périodes de crise, c'est l'extrême droite et l'extrême gauche qui prennent de plus en plus de voix aux élections. Tellement qu'au bout d'un moment, en 1933, le gouvernement ne peut plus faire de coalition, le gouvernement de droite. Pardon ? Carrément l'extrême droite. L'extrême droite, parce que les extrêmes en général, que ce soit les révolutionnaires, et quand ça va mal, les gens ils disent il nous faut un homme de poigne. Ou alors il y en a marre de ces parlements où ils discutent sans arrêt, ils discutent, et il n'y a rien qui se passe. En fait, c'est la méthode qui est pourrie, c'est-à-dire que tous les politiciens sont pourris, ils se mettent de l'argent dans les poches, alors que nous on souffre, etc. C'est ce que tu entends d'habitude. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite, ouais. Juste, il y a la route qui sont en train de fermer la route à cause de la neige. Si jamais... Ouais, tu vois, je vais pas rester ici, non? C'est vrai, ils ferment la route? Ouais, c'est chiant.